Bienvenue à tous, c'est Info Soir, voici les titres de ce vendredi. Une séance de travail consacrée au suivi de la question de la qualification et de la modernisation du secteur de la formation professionnelle. Une réunion présidée hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat. Sa Majesté le Roi, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a également adressé un message au nouveau président du comité des Nations Unies, Shir Nyang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita s'est entretenu à Berlin avec son homologue, le chef de la diplomatie allemande, et qui a abordé la prochaine table ronde sur le dossier du Sahara à Genève et la conférence de Marrakech sur la migration. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques instants sous les cieux de la Ville-Ocre, mais surtout en présence d'une belle brochette de stars, la 17e édition du Festival international du film de Marrakech qui se tiendra jusqu'au 8 décembre, a démarré en grande pompe. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, cette séance de travail présidée hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat, elle a été consacrée au suivi de la question de la qualification et de la modernisation du secteur de la formation professionnelle. Une réunion durant laquelle le souverain a notamment attiré l'attention sur le retard accusé par le plan d'accélération industrielle de la région Souss-Messa. Les détails avec Mehdi Soufiane et Abdelali Mkawi. C'est au Palais Royal de Rabat que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée au suivi de la question de la qualification et de la modernisation du secteur de la formation professionnelle. Au début de cette séance, Sa Majesté le Roi s'est interrogé sur l'avancement de l'exécution du plan d'accélération industrielle de la région Souss-Massa, dont le lancement a été présidé par le souverain le 28 janvier 2018 à Agadir et qui constitue le prélude pour la mise en œuvre régionale de la stratégie industrielle nationale. À cet égard, le souverain a attiré l'attention sur le retard accusé par ce plan qui n'a enregistré aucune avancée depuis son lancement, appelant le département concerné à redoubler d'efforts et à assumer ses responsabilités en vue d'accélérer sa mise en œuvre dans les délais impartis. Lors de cette séance, le chef du gouvernement a présenté à Sa Majesté le Roi le projet du programme de qualification de l'offre de formation professionnelle. Après avoir pris connaissance des composantes de ce programme, Sa Majesté le Roi a mis l'accent sur la nécessité de se pencher sur certaines lacunes qui le caractérisent et sur la question de maîtrise des sources et des mécanismes de son financement, réaffirmant que la promotion future de ce secteur doit être réalisée dans le cadre d'une vision complémentaire de réforme du système de la formation professionnelle, en tirant profit des expériences internationales réussies en la matière, particulièrement l'adoption de l'alternance entre la formation théorique et les stages au sein des entreprises. Par la suite, le chef du gouvernement a présenté un exposé sur l'état d'avancement des préparatifs de la rencontre nationale sur la formation et l'emploi, en vue d'assurer les conditions nécessaires à la réussite de cette importante rencontre nationale et d'en faire une occasion idoine pour réaliser un saut qualitatif et fondamental dans la corrélation entre formation et emploi. Sa Majesté le Roi a convenu avec le chef du gouvernement du report de ce forum à une date ultérieure. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a appelé à la nécessité de prendre en considération l'agriculture en tant que gisement d'emploi et d'intégrer la dimension territoriale tout en tenant compte des spécificités et des potentialités de chaque région. Sa Majesté le Roi, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a également adressé un message au nouveau président du comité des Nations Unies, Shir Nyang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Un message où le souverain affirme, je cite, que l'attachement des Marocains à la Palestine et particulièrement à Jérusalem est l'expression d'un lien affectif séculaire qui plonge profondément ses racines dans leur imaginaire individuel et collectif. Les grandes lignes de ce message avec Rislan Taibi. Le défi majeur pour la communauté internationale est de trouver le moyen de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question palestinienne. C'est ce que souligne Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, au début de son message. Le souverain a su rejoindre sa voix à celle de l'ONU, dont le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient n'a eu de cesse de signaler avec force l'effondrement de la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza en raison du maintien de l'embargo israélien. Face à l'injustice que subissent les
les Palestiniens, ajoute Sa Majesté le Roi, la communauté internationale doit continuer à œuvrer sans relâche jusqu'à ce qu'ils recouvrent leurs droits en mettant en place à l'intérieur des frontières du 4 juin les fondements d'un État indépendant qui aura Al-Quds Est pour capitale. Le Maroc, conscient des conditions difficiles endurées par la population palestinienne à Gaza, ne ménage aucun effort pour lui venir en aide dans le cadre de la politique de solidarité qui constitue un pilier essentiel de la politique extérieure du royaume, insiste le message. Une solidarité exprimée par le déploiement dans l'enclave palestinienne d'un hôpital de campagne relevant des forces armées royales. Pour terminer, Sa Majesté le Roi a noté que l'attachement des Marocains à la Palestine et particulièrement à Al-Quds est l'expression d'un lien affectif séculaire qui plonge profondément ses racines dans leur imaginaire individuel et collectif et qu'il s'agit d'un engagement responsable en faveur d'une cause juste et légitime. Et depuis 8 mois et le début des rassemblements à Gaza qui ont fait plus de 170 morts côté palestinien, les équipes de Médecins sans frontières ont traité plus de la moitié des 5800 blessés par les snipers israéliens. Selon l'ONG, près de la moitié des patients souffrent de fractures ouvertes et courent donc un haut risque d'infection osseuse pouvant mener au handicap permanent, l'amputation ou la mort. En cause, le système de santé de Gaza sous blocus. Médecins sans frontières estiment que 25% des Gazaouis opérés pour des fractures, soit 1 millier de personnes, pourraient être déjà infectées. Le sommet du G20 s'est ouvert ce vendredi en présence d'un parterre de chefs d'État et de gouvernement à Buenos Aires. C'est la première fois depuis la création du G20 qu'un sommet a lieu en Amérique du Sud. Un sommet qui s'annonce houleux. Le numéro 1 américain Donald Trump n'est pas le seul à sembler vouloir en découdre avec de nouvelles menaces de taxes cette fois sur l'automobile. Son homologue français Emmanuel Macron semble également prêt à défendre ses priorités, le climat et le commerce mondial. À 2 jours de la COP24, un nouveau rapport alarmant alerte sur le réchauffement climatique, une étude publiée par l'Organisation météorologique mondiale qui fait à nouveau état de la situation alarmante du climat à l'échelle mondiale avec une nouveauté, les effets du réchauffement sur les activités humaines. Les explications avec Samira Chtouani. L'Organisation météorologique mondiale a tenu hier une conférence de presse aux Nations Unies. Les scientifiques ont présenté leur nouveau rapport, alertant sur les effets à venir du changement climatique. Nous y apprenons en substance que de nouvelles catastrophes risquent bien de frapper le monde en 2019. 2016 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Juste derrière arrivent les années 2017, 2015 et en 4e place 2018. Nous nous attendons même à revoir El Niño en 2019, ce qui pourrait signifier que l'année prochaine risque d'être plus caniculaire que cette année. Et ce que les scientifiques nomment El Niño est un phénomène climatique qui se traduit par la hausse de la température à la surface des eaux, entraînant davantage la fonte des glaciers, comme nous pouvons le voir ici sur ces images satellites, mais aussi des ouragans dévastateurs dans les zones à risque, des pluies diluviennes et des milliers d'hectares de terre dans le monde exposés aux inondations. Paradoxalement, la sécheresse menacera elle aussi, entraînant également la famine, des canicules aggravant en outre les risques d'incendie. Les changements climatiques au niveau international auront également un impact important sur la capacité de production alimentaire mondiale. C'est juste un des exemples. L'accord de Paris ambitionne de maintenir le réchauffement de la température entre 1,5 et 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels. L'Organisation météorologique mondiale s'adresse ici aux plus de 55 pays ayant ratifié l'accord de Paris 2015, ayant donné lieu à la nécessité commune de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Direction à présent l'Allemagne où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, s'est entretenu à Berlin avec son homologue, le chef de la diplomatie allemande, qui a estimé que toutes les parties sont invitées à adopter une attitude constructive lors de la table ronde sur le dossier du Sahara prévue la semaine prochaine à Genève. Les deux responsables ont aussi abordé la conférence de Marrakech sur la migration et les efforts déployés par le Royaume dans ce domaine. Les détails avec Rita Sah. Une première rencontre qui renforce un peu plus les liens entre Rabat et Berlin. Et c'est notamment à travers la question migratoire que les deux chefs de la diplomatie allemande et marocaine ont exposé leur vision commune. À quelques jours de la conférence internationale de Marrakech sur la migration, Nasser Bourita et Ecomas ont mis en avant l'importance d'ouvrir un débat qui permettra de satisfaire les intérêts des pays d'origine, de transit et d'accueil. Et nous sommes
très confiant que la réunion de Marrakech lancera un signal dans ce sens, que la question de la migration ne peut être traitée que dans le cadre d'une responsabilité partagée, que dans un cadre multilatéral, et que toute autre approche ne sera que court-termiste et sera peut-être même contre-productive. ECOMAS a de son côté déclaré que Rabat représentait un partenaire important pour Berlin, que ce soit dans les domaines de la migration, de l'énergie solaire ou encore de l'économie, sachant que les investissements allemands dans le royaume se développent de manière notable. Quant à la question du Sahara, le ministre allemand a affirmé que le maintien du statu quo dans cette région ne bénéficiait à aucune des parties et que ces dernières sont invitées à adopter une attitude constructive lors de la table ronde prévue en décembre prochain à Genève. Le chef de la diplomatie allemande a de ce fait réitéré le soutien de son pays au processus onusien. Il effectue une visite officielle de 2 jours dans le Royaume. Le Premier ministre de la République de Bulgarie, qui est à la tête d'une importante délégation de son pays, a été reçu par le chef du gouvernement, Saadine Latmani. Les 2 responsables ont discuté des moyens de renforcer la coopération. La Bulgarie, pays traditionnellement agricole, s'est aujourd'hui considérablement industrialisé. Le secteur agricole contribue à 5,3% du PIB et emploie près de 7% de la population active. L'industrie représente, elle, près de 28% du PIB et 30% de la population active travaille dans le secteur industriel. Le cluster automobile marocain SETOF, une nouvelle unité industrielle de fabrication de sièges automobiles, a ouvert à Kenitra. Inaugurée il y a 2 jours, elle s'étend sur une superficie de 18 000 m² et c'est le leader mondial Adient qui est derrière ce projet qui permettra à terme la création de 200 emplois. Reportage Mustafa Saïdouni, le récit est de Rachid Hallaoui. 110 millions de dirhams. Un investissement de taille pour l'implantation d'un nouveau site industriel à Kenitra. Leader mondial dans la conception de sièges automobiles, l'équipementier américain a opté pour le Maroc pour doper sa production. Un choix stratégique motivé par la dynamique que connaît l'industrie automobile nationale. On ne peut qu'être ravi par ce projet-là. C'est un groupe qui est présent dans tout le monde et aujourd'hui il fait ses premiers pas ici au Maroc. Dotée de machines de montage de dernière génération, l'unité industrielle produira des sièges pour plusieurs constructeurs automobiles. 70 personnes ont d'ores et déjà été recrutées et 220 emplois seront créés à terme sur le site. L'ouverture de cette usine, la première du groupe au Maroc, conforte l'attractivité du royaume dans le domaine de l'industrie et celle d'Atlantic Free Zone Kenitra, ce qui nous met face à nos responsabilités pour continuer à aller de l'avant. Convaincu par la destination industrielle Maroc, le géant mondial des sièges automobiles nourrit de nombreuses ambitions. Présent dans une trentaine de pays dans le monde, l'équipementier américain prévoit de recentrer une large partie de son activité productive au Maroc. La page santé de ce journal est consacrée à la campagne nationale du dépistage du sida. Elle a été lancée ce vendredi à Rabat dans le cadre de la célébration demain de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette campagne organisée par le ministère de la Santé et ONU-SIDA vise en priorité les femmes enceintes en vue de prévenir les cas de transmission du VIH de la mère à l'enfant, les jeunes et les populations les plus exposées ou vulnérables à la maladie. Le lancement de cette campagne a été marqué par la présence de partenaires nationaux et internationaux, notamment, comme on vient de le voir sur ces images, l'actrice égyptienne Yousra, ambassadrice de bonne volonté de l'ONU-SIDA pour la région MENA. Le sida qui touche plusieurs milliers de personnes au Maroc et pourtant plus de 6 000 d'entre elles ne savent pas qu'elles sont séropositives. Afin de lutter contre ce fléau, dans la ville ocre, une dizaine d'étudiants en sciences ont organisé une journée de sensibilisation contre le VIH. L'initiative, placée sous le thème « Faites le test, la solution existe », a notamment permis à de nombreux jeunes adultes de découvrir les dangers de cette maladie. Reportage Ilza Charqi et Mohamed Chehima, le récit est de Rita Sahar. Des prospectus pour informer et sensibiliser. Ce matin, ces étudiants de la faculté des sciences Mlelia de la ville ocre sont allés à la rencontre de leurs camarades. Qu'est-ce que le VIH? Comment dépister cette maladie? Dans ces dépliants, tout est expliqué minutieusement. C'est une action citoyenne qui permet de sensibiliser nos étudiants, de leur faire passer un message,
qui va leur permettre de se protéger à ce fléau. Plusieurs étudiants ont assisté à cette journée afin de comprendre ce qu'est le VIH et quels sont ses dangers. Rappeler l'importance du dépistage, c'est l'objectif de cette initiative organisée en collaboration avec l'association de lutte contre le sida. Un geste simple qui permettra aux personnes séropositives d'empêcher la prolifération du virus, de prolonger leur espérance de vie et d'éviter de transmettre la maladie. Il faut une sensibilisation à la fois sur le plan de santé, mais sur le plan aussi sociétal et de communication. C'est apprendre aux étudiants que c'est une maladie du siècle, peut-être qui a débuté au XXe siècle, c'est une maladie du siècle comme d'autres, et qu'il faut qu'ils soient sensibilisés parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Au Maroc, près de 22 000 personnes seraient atteintes du VIH. 28% d'entre elles ne connaîtraient pas leur statut sérologique. C'est désormais officiel, le Cameroun n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni aujourd'hui à Accra et a entériné cette décision, ouvrant ainsi la possibilité aux pays souhaitant abriter la CAN à se manifester d'ici 21 jours. Jamal Oualem. Après plusieurs mois de rumeurs, c'est maintenant officiel. Ahmed, le président de la CAF, l'a annoncé. La Confédération africaine de football a retiré aujourd'hui l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. À l'issue d'une réunion du comité exécutif de l'organisation africaine tenue à Accra, la capitale ghanéenne, le coup près est tombé. Les 4 inspections de la CAF et l'examen des conclusions des comptes rendus des 2 dernières visites au niveau sécuritaire et des infrastructures, des stades et de l'hébergement au Cameroun n'ont pas donné satisfaction. Ils ont au contraire démontré l'incapacité du pays à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes pour la première fois de son histoire. Alors que le tournoi est prévu du 15 juin au 13 juillet prochain, il faut désormais trouver un remplacement à 6 mois du début de la compétition. La CAF a accordé 21 jours aux pays désireux d'organiser la prochaine CAN. Je vous le disais en titre, le coup d'envoi a été donné il y a quelques instants sous les cieux de la Ville-Ocre, mais surtout en présence d'une belle brochette de stars, la 17e édition du Festival international du film de Marrakech qui se tiendra jusqu'au 8 décembre, a démarré en grande pompe. Le festival qui a réussi à devenir l'une des manifestations incontournables à l'échelle nationale et internationale depuis 2001 accueille encore cette année des personnalités du monde du cinéma de renom. La star italienne Monica Bellucci sera ainsi présente sur le tapis rouge ainsi que sur la place Jamel Fna à l'occasion de la projection grand public du désormais célèbre Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et pour parler de cette 17e édition, nous retrouvons en direct de Marrakech le directeur du Centre cinématographique marocain, Sarim Fassi Fehri. Bonsoir. Le festival revient après une année d'absence. C'est une édition qui était très attendue. Elle s'annonce prometteuse. Le festival a fait appel à de grands noms du 7e art, notamment Robert De Niro avec cet hommage qui lui sera rendu. Quels seront les autres moments forts de cette 17e édition ? Bonsoir. En fait, tout est pas des moments forts, il y en a tous les jours. Martin Scorsese sera un moment fort. Les ateliers de l'Atlas, qui sont des journées industrie dédiées aux professionnels marocains, des professionnels africains et également du Moyen-Orient, sera aussi un moment fort, puisque ce sera la première fois que Marrakech accueille des journées professionnelles en parallèle donc du festival. Les conversations avec, qui remplacent les masterclass, seront des moments forts aussi, avec Agnès Varda, Thierry Frémaux du Festival de Cannes, Cameron Bailey du Festival de Toronto, Guillermo del Toro. En fait, voilà, tous les jours, vous serez obligé de choisir et vous ne pourrez pas profiter de tout ce que nous offrons pendant ce festival. Alors, le public aura également droit à des projections spéciales dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. À quoi les cinéphiles auront droit durant ces 10 prochains jours et surtout, quelle est la place de la programmation marocaine ? 80 films sont prévus pendant ce festival, dont 12 films marocains, 1 en compétition, 7 dans une section spéciale qui s'appelle Panorama du cinéma marocain, et qui ont été choisis par les sélectionneurs.
afin de montrer le cinéma marocain aux autres festivaliers, et surtout aux responsables des festivals internationaux que nous avons invités à Marrakech. Également 2 films dans le cadre de l'hommage que rend le festival à Jalal Farhati, et les 2 films les plus populaires de l'année sur la plage Jemal Fna, que sont Le Hanch et Korsa. En tout, 12 films sur les 80 qui seront des films marocains. Sarim Fassifiri, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Sa Majesté le Roi, en sa qualité de président du comité Al-Quds, également a adressé un message au nouveau président du comité des Nations Unies, Shir Nyang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Un message où le souverain affirme que l'attachement des Marocains à la Palestine, et particulièrement à Jérusalem, est l'expression d'un lien affectif séculaire qui plonge profondément ses racines dans leur imaginaire individuel et collectif. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Aitihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.